je me suis rendu compte à cet atelier que tout ce que je disais, c'était un petit peu flou pour beaucoup de monde. C'est-à-dire que les API, ça parle à tout le monde, mais il n'y a pas encore grand monde qui en a fait vraiment sérieusement. Et que la plupart des problématiques, c'était pas des problématiques de fond technique, de comment faire l'API, de hypermédia, de REST, de tout ça. Et que ce que les gens attendaient, c'était plutôt du super pratique. Du coup, j'ai tenté d'orienter un petit peu différemment là. L'idée, c'est, vu que sur une conférence, on ne sait jamais exactement ce que les gens attendent, ce que je vous propose, c'est un petit jeu. C'est si vous voulez plus de détails sur un truc, vous levez la main comme à l'école. Alors, c'est pas la peine de rester la main levée pour poser la question, mais juste faire comme ça un petit signe. Moi, ça me dit que y a peut-être quelqu'un qui est intéressé, et s'il y en a plusieurs à la fois, et peut-être que je pousserai un petit peu plus si j'ai du temps sur le sujet. Voilà. Et inversement, le deuxième petit jeu, c'est si vous êtes d'accord avec quelque chose, vous faites un petit clap dans la main. Ça montre aux autres que peut-être il y a quelque chose qui est finalement important. Voilà. Vous êtes d'accord ? Voilà, il y en a un qui a compris. Merci. Donc voilà, donc les API, moi je viens du web, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai tenté de regarder REST, j'ai tenté de regarder plein de choses, mais on va tenter juste un petit jeu au départ. Est-ce que vous connaissez SOAP ? Voilà, je suis pas là pour critiquer, donc je vais pas continuer très longtemps. SOAP, c'est Simple, en premier S. Si vous avez déjà fait du SOAP, vous remarquerez que l'empilage de spécifications et de normalisation et la complexité d'interopérabilité fait que le S est quand même super ironique. SOAP, c'est ce qu'on utilise sur des banques, sur des grosses entreprises pour faire des API. C'est génial, il y a plein de couches, il y a plein de possibilités. Moi, je viens d'un monde tout à fait autre qui est le web. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu en parallèle, je suis plus proche des bases de données NoSQL, type Redis, type MongoDB, que des gros PostgreSQL, que des gros Oracle avec des transactionnels. Dans les API, il y a un petit peu la même chose. Il y a d'un côté tout ce qui est très transactionnel, très normé, très validé, qui est le SOAP, et ce qui est censé être un peu plus simple et plus dans la philosophie naturelle des données, qui est le REST. Alors ça, c'est de l'opinion. Vous avez le droit de faire du SOAP, tout le monde a le droit de se tirer dans le pied. Moi, ce que je vais vous dire, c'est un petit peu autre chose. J'ai baigné dans le web depuis 10 ans, j'ai découvert la programmation par le web, donc j'ai fait vraiment que ça, et pour moi REST c'est un petit peu la manière native de penser les choses. Donc ça veut dire que tout de suite, moi j'ai regardé, quand j'ai voulu faire des API un peu récemment, tout ce qui s'appelle REST, tout ce qui s'appelle RESTful. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé ce qui s'appelle hypermédia, ça vous dit quelque chose? Ouais. Alors je ne sais pas comment on prononce, je suis désolé parce que vu que je le lis, comment on dit 8OS, comme ça, d'accord. Moi ça me fait penser à je déteste OS. Tout ça c'est super, donc j'ai exploré ça pendant des mois en lisant, en testant, en regardant, en prototypant, et ça me faisait vachement rêver, sérieusement. En pratique, ça s'est révélé un petit peu plus complexe. Je suis quelqu'un qui tente un petit peu de faire de l'idéal, c'est-à-dire de faire en sorte que tout soit parfait et que ce qui est marqué dans le bouquin, ça soit encore mieux chez moi, et que ça soit en même temps pratique, en même temps simple et en même temps évident pour tout le monde. Et ça marche pas. Voilà. Il y a une petite phrase que j'aime bien qui s'appelle « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste attend qu'il change, et le pragmatique règle les voiles ». Et alors, quand j'ai commencé à voir tout ça, je me suis dit « Allez, fuck la littérature ». Donc ça veut dire que tout ce que je vous montrerai là, si vous regardez des bouquins de RESTful, de REST, de hypermédia, de tout ça, peut-être qu'on vous dira que je raconte n'importe quoi, et j'en ai rien à faire. Voilà. Donc clairement, c'est un parti pris. Je garde la philosophie, parce que je pense que c'est celle que j'ai au départ, ou en tout cas, je me sens très proche de ces gens-là qui parlent d'hypermédia. C'est clairement par là que j'ai envie d'aller. C'est un vrai chemin pour moi, mais je me permets de prendre des raccourcis et de m'arrêter avant. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas vous dire que c'est pas réaliste, je vais vous dire que, mis à part peut-être une ou deux personnes, et si Denis a vu ma conf avec David, je suis sûr qu'il fera du hypermédia. Voilà. C'est très bien, c'est une ou deux personnes, ils vont faire avancer l'état de l'art, et donc je les remercie beaucoup. Mais je suis convaincu que moi et probablement 95% d'entre vous, c'est pas là qu'il faut aller pour l'instant. Voilà. Le temps que les gens défrichent et payent les pots cassés, moi j'ai autre chose à faire.
Et donc l'idée, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs, de faire en sorte que justement de ne pas tourner 3 ou 4 fois mon petit bout USB. Donc clairement, moi je me suis planté pas mal de fois. Je pense que vous vous planterez pas mal de fois aussi, il n'y a pas de raison. Ou alors je vais me sentir idiot. On va tous faire des erreurs de débutants, mais l'idée c'est que je vous donne ici quelques recettes qui sont de moi, mais qui ne sont pas que de moi. Il y en a certaines qui viennent du New York Times, il y en a certaines qui viennent de la Maison Blanche et des choses comme ça. Des équipes techniques qui ont tenté de faire des API REST et qui ont finalement dit voilà nos raccourcis et voilà nos petites recettes qui ne sont pas forcément dans la littérature, mais qui finalement vous aideront bien. Et l'idée c'est de recueillir un petit peu tout ça et de faire en sorte que on puisse effectivement avancer et que ça puisse vous servir. Voilà. Et alors, pour ça, ce que j'ai fait il y a quelques mois, c'est que j'ai redéfini les objectifs. Et là, je suis preneur un petit peu de vos avis. Quels sont vos objectifs quand vous définissez une API ou quand vous utilisez une API? Pas besoin de doc. Ok, un point. Est-ce que vous avez, alors peut-être pas un objectif, mais en tout cas une guidelines ou une attente particulière? Non? Rien du tout. Alors, soit j'ai un public mort. D'accord, donc pas réinventer la roue et faire du standard, on va dire. Ok. Non, les autres, vous n'avez jamais fait d'API, vous n'avez jamais eu envie d'essayer? Performance, ouais. Alors, pardon? Extensibilité. Rétrocompatibilité, il est super important celui-là, on verrait, c'est pas le plus simple. Stabilité, ok. Alors celui-là, je ne l'ai pas, je vous expliquerai pourquoi. Moi, je fais une grosse différence. Sécurité, ouais. On a fait le tour, je vais vous dire des miens, comme ça. J'en ai un que j'aime beaucoup, que vous n'avez pas, qui s'appelle Simple. Et pour utiliser et pour produire. Et dans le même event, j'ai Rapide à essayer. J'ai Rien à apprendre. Je pense que c'est ce qui recoupe un petit peu le peu de documentation. Peu de dépendance, pas de surprise. Et après, j'ai des choses un petit peu différentes. Ne bloque pas les usages prévus. Alors on peut remettre ça dans l'évolutif, vous verrez que c'est un petit peu différent. J'ai peu de maintenance. J'ai effectivement ne pas réinventer la roue. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé ces différents principes qui sont finalement assez proches de ceux que vous me donnez. Et j'ai repris toutes les bonnes pratiques que j'avais tenté de faire en RESTful et en me disant, voilà, c'est super, mais je viens d'y passer 6 mois et j'ai fait un service qui finalement colle pas tout à fait à ce que je veux faire. Et j'ai éliminé tout ce qui ne correspond pas à un de ces objectifs. Voilà. J'ai fait un petit peu ce qu'on propose de faire quand on fait un produit agile, c'est-à-dire au lieu d'ajouter des fonctionnalités, je raye. Voilà. Et donc j'ai rayé tout ce qu'il fallait. Et je suis arrivé à un petit cœur qui est finalement une série de plein de petites recettes qui n'ont plus rien à voir avec RESTful et qui sont de la pure opinion de ma part. Donc vous avez le droit d'être en désaccord. Voilà. Et si c'est le cas, je vous propose de le dire. Comme ça en plus on peut en parler. Donc ce que je vous dis, c'est pas littérature, c'est pas il faut le faire, c'est comme ça que je vais le présenter, mais c'est de la pure opinion. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'écouter les opinions, puisque quand j'ai fait ce travail de rayer de partout, et ben finalement je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui l'avaient déjà fait, que j'avais écarté totalement ces retours d'expérience parce que ce sont des retours d'expérience de gens qui ne sont pas dans la littérature. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les choses proprement comme c'est marqué, comme idéal, etc. Qui vont prendre des raccourcis, qui vont tordre un peu le modèle. Et je me suis rendu compte que ces gens-là, ils avaient vachement raison finalement. L'idée, c'est que tous les plans d'architecture qu'on va faire, qui sont souvent très complexes, vont se retrouver un petit peu irréalistes. Alors irréaliste, c'est pas infaisable. Irréaliste, c'est infaisable dans le contexte, où finalement, j'ai pas tout le temps que je veux, où finalement, c'est pas, j'ai autre chose à faire que des API. Voilà, simplement. Donc on fait des super bons plans. Le client, la personne qui va utiliser mon API, sera généralement pas en mesure de le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il est idiot, des fois il l'est, mais pas tout le temps. Ça veut dire qu'il ne va pas lire la documentation. Ça veut dire qu'il n'aura pas forcément les compétences, qu'il n'aura certainement pas le temps, qu'il n'aura pas la volonté d'utiliser mon API. Et si je fais un super truc hypermédia et un super truc avec du RDF et plein de choses,
généralement, il va regarder, il va pas comprendre ou pas avoir envie et laisser de côté. Et si je veux faire une API, le pire qui puisse m'arriver, c'est qu'elle soit pas utilisée ou qu'elle soit mal utilisée. Vous verrez pourquoi, côté évolution, c'est vraiment une galère. Donc si vous pensez que votre API, elle va ressembler à ça, c'est génial, mais à mon avis, ça ne sera pas le cas. Celle que j'ai eu l'occasion de regarder, elle ressemblait plutôt à ça. Attention, c'est le meilleur moyen de se planter, c'est de commencer à faire les choses avant de réfléchir. Donc, le premier problème que vous avez, c'est votre client. Donc, avant de savoir si votre API, elle est évolutive pour vous, avant de savoir si votre API, elle est simple à faire pour vous, il faut qu'elle soit simple pour votre client. Si elle n'est pas simple pour votre client, déjà, elle ne va pas être utilisée. Et votre client va trouver tous les raccourcis possibles en l'utilisant qui vont finalement vous empêcher de pouvoir la tenir à jour, de pouvoir la faire évoluer et qui vont tuer les performances. Le client, c'est ça. C'est un petit gamin qui joue dans le bac à sable, qui va tenter de faire des châteaux de sable. Voilà. Et dès qu'il y a un truc à faire, il va le trouver. Et généralement, c'est le truc qu'il ne faut pas. Pour l'aider, il faut lui donner son bac à sable. Qui a tenté de faire des API pour l'instant ici? Ok. Levez la main, restez la main levée. Baissez la main si vous n'avez pas fait de bac à sable. Ah, il y en a quand même. D'accord. Et baissez la main si vous n'avez pas fait de SDK. Ah, il y a un bon élève. Très bon élève. Donc, les deux premières choses à faire, et c'est pas forcément le plus simple, hein, c'est vous commencez votre API, vous faites un bac à sable. Bac à sable, c'est un serveur de test avec des mauvaises données qui éventuellement peut être réinitialisé rapidement. C'est-à-dire vous ouvrez un compte, il peut faire ce qu'il veut, ça ne fait pas forcément des vraies actions, ça lui donne des vrais retours par contre. Et quand il veut, il peut réinitialiser l'API ou les données, ou en tout cas il peut accéder au minimum à des données en lecture seule. Voilà. C'est ce qui va permettre à votre utilisateur de commencer à jouer, à découvrir. Alors dans les grosses sociétés ou dans les sociétés de services, on appelle ça des serveurs de recettes, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment un serveur sur lequel il va faire ce qu'il veut, et on n'est pas en recette, on est vraiment en stade début de développement, et donc il a le droit de tout casser. Et la deuxième partie, pour lui permettre de tout casser, c'est commencer à faire un SDK. C'est la première chose que vous devez commencer à faire sur votre API, c'est pas le côté serveur, c'est le côté client. C'est vous dire, voilà, si je veux qu'elle soit utilisée, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mon client, je commence à faire un code qui utilise mon API. Et donc une petite librairie, que ce soit PHP, que ce soit Ruby, que ce soit ce que vous voulez, vous commencez à faire ce code-là. Ça a deux avantages. Déjà, vous allez pouvoir distribuer cette chose-là, et que ça soit, alors votre client, ça peut être vos équipes à vous, ou ça peut être quelqu'un de tiers, mais votre client va être capable d'utiliser votre API en quelques minutes parce qu'il a déjà une librairie, il a déjà un exemple de code, et il va pouvoir recopier et bidouiller un petit peu. Et ça, c'est juste magique. Voilà. Et quand moi j'ai commencé à regarder Hypermedia en me disant, bah voilà, la littérature, elle dit qu'il faut prendre l'URL et on va pouvoir réutiliser l'URL et regarder les méthodes qu'on peut faire dessus, et si on peut faire du post, et ben ça va ajouter, etc. En réalité, c'est pas très pratique. Par contre, si je lui dis que j'ai une API qui gère un forum et que j'ai une méthode post-message, là, par contre, ça parle tout de suite. C'est utilisable tout de suite, c'est super simple, et on risque pas de se planter sur les paramètres qu'on peut envoyer, sur ce qu'on peut faire avec l'API, etc. Voilà. Et donc, toujours un SDK, toujours des exemples, toujours un bac à sable. L'idéal que j'ai vu, il y en a qui ont utilisé Twilio. Non. Twilio, c'est un service d'API téléphonique. Donc, c'est des lignes SIP. Vous pouvez appeler, et vous avez un système RPC, c'est-à-dire que vous pouvez dire je veux décrocher pour tel numéro, et puis après quand quelqu'un parle ou quand quelqu'un tape une touche, ils vous font un appel vers votre service, vous répondez avec un message XML pour dire bon maintenant je veux envoyer tel message ou appuyer sur telle touche ou faire telle action, et comme ça on balance et on peut faire toute la connexion téléphonique. Voilà, c'est une sorte de service d'appel avec des services web, et eux pour faire ces API là, donc ils ont effectivement un SDK, ils ont effectivement un bac à sable. Ils ont mieux, j'ai une interface web où je peux saisir mes paramètres et définir l'ordre de mes actions, et puis cliquer sur le bouton Run en bas et ça exécute. Et puis cliquer sur le bouton Build en bas et ça me génère le code qui utilise l'API et que je peux copier-coller chez moi. Voilà. Et si vous voulez commencer à engager vos clients, ça c'est un petit peu long à faire, mais si vous voulez commencer à engager vos clients, ça c'est vraiment génial. Voilà. Et comme personne acquiesce, ça veut dire que franchement je dis n'importe quoi. Voilà. La deuxième chose, c'est bidouiller. Votre client, il va tester, et ensuite il va bidouiller. Et quand il va bidouiller, vous allez avoir des gens qui viennent pas forcément du web. Vous allez avoir des gens qui n'ont pas forcément
votre sphère de compétences. Ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots ou incompétents. Ça veut dire que ce qui est potentiellement évident pour vous, ça ne le sera pas pour eux. Et dans les erreurs très classiques que j'ai vues, je pense que c'est les premières règles que je vous donne. C'est mettre des URL avec des caractères évidents. Qu'est-ce que c'est un caractère évident? C'est jamais d'accent dans vos URL, c'est jamais d'espace, c'est jamais de caractère spécial, c'est jamais de majuscule. Ça semble évident, mais quand vous allez vite faire des API qui sont générés automatiquement, souvent il y a des majuscules ou des camel cases dans votre code, et ça va faire des camel cases dans l'URL. Vous en verrez beaucoup sur des URL des API hypermédias. Et ça, vous évitez totalement. En fait, ce que vous avez, c'est du A à Z, du 0 à 9, le tiret, le point pour les extensions et que pour des extensions de fichiers, le slash, et puis on s'arrête là. Si vous voulez faire des caractères spéciaux, vous avez les % quelque chose, et vous ne le faites pas. Je peux vous assurer que 3 fois sur 4, au final, vous allez avoir quelque part dans la chaîne quelqu'un qui va faire du double encodage et vous allez avoir du %, et vous n'allez vraiment pas vous en sortir. Donc tout ce qui est un petit peu spécial, même si théoriquement vous pouvez le faire, vous ne le mettez pas dans vos URL. Et ça veut dire que finalement, on se fiche totalement que vos URL soient significatives, qu'on puisse lire l'URL et voir que c'est un mot-clé ou que c'est le titre de quelque chose. Ce qui est important, c'est que les caractères qui soient dedans, ils soient courts et ils soient simples à taper. On parle aussi d'URL bidouillable. URL bidouillable, ça veut dire que si vous avez une URL qui est en, par exemple, on va faire une API pour Blend, vous avez une session concevoir son session / concevoir son API. Ça veut dire que vous avez besoin de pouvoir retirer la partie concevoir son API et arriver à la racine de session, et que cette racine de session, elle vous liste toutes les conférences. Et ça, c'est vachement plus important que d'avoir des liens qui mènent de vos sessions vers la liste des sessions, que d'avoir une belle documentation, etc. La première chose que va faire l'utilisateur quand il va tester, c'est bidouiller ses URL, parce que lui, il a l'habitude de concevoir qu'une URL, c'est des répertoires avec des fichiers. Et donc, quand il va remonter la hiérarchie de répertoire, il s'attend à avoir quelque chose. Si ça ne marche pas, il va lire la documentation. Mais il va perdre une demi-journée, il va mal utiliser votre URL, votre API, et il risque simplement de faire n'importe quoi derrière. Donc, toujours des URL bidouillables qui ressemblent à des fichiers, rien de caché, pas d'en-tête. Vous évitez tout ce qui est en tête. C'est une horreur à gérer parce que vous ne pouvez pas faire de petites requêtes curl, vous ne pouvez pas faire de petites choses simples sans avoir à taper des lignes de commande horribles. Donc voilà, bidouiller, ça veut dire ça, c'est pas grand chose. Mais je vous le dis, ça vous paraît évident, si je vous réinsiste dessus, c'est qu'en général, c'est mal fait. C'est facile de se planter là-dessus. Et le dernier point sur le bidouillage, c'est quand vous avez un paramètre sur une URL, il faut de préférence qu'il soit valable pour toutes les URL, tous les points d'entrée de votre service, et qu'il ait le même nom partout. Donc on va avancer un petit peu plus rapidement. C'est plein de petites recettes comme ça c'est les simples. Voilà, je vais avancer un petit peu, puis après on pourra discuter un peu plus. La deuxième partie, la confiance. Donc là on est toujours sur les clients. Je vous ai dit de faire un SDK, un bac à sable, des générateurs d'exemples dans l'idéal. Si vous n'avez pas le temps de faire des générateurs d'exemples, le minimum c'est de faire une petite appli. Je sais que ça se fait beaucoup sur les frameworks, que ce soit en Ruby, en PHP. L'idée c'est de faire la même chose sur votre API, c'est de faire une petite appli qui utilise votre API, d'en donner le code source et de la publier. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, le minimum c'est de faire un jeu de test exécutable. C'est-à-dire votre API par exemple, elle génère, on va dire qu'on fait du blend, on génère des sessions, dans des sessions, dans la ressource de session, je vais vous donner l'heure de la session, je vais vous donner son contenu, je vais vous donner sa durée, je vais vous donner le nom de l'intervenant, etc. Vous vous attendez, par exemple, que quelqu'un puisse requêter la liste des sessions avec une heure, par exemple, et dire je veux savoir quelles sont les sessions à 9 heures. Si vous voulez forcer qu'il y ait un fuseau horaire, par exemple, ou qu'on ne puisse pas requêter à 7 heures du matin, et ben vous commencez à faire des tests exécutables. C'est-à-dire vous faites en sorte d'avoir un petit serveur et de dire voilà, je veux que mon client il requête toutes les sessions à 9 heures. Et vous allez avoir sur votre serveur quelque chose qui va faire une coche en vert dès qu'il aura envoyé une requête qui fait je veux lister toutes les sessions à 9 heures. Et vous vous assurez, une sorte de cahier des charges, vous assurez que le client il va remplir ses critères, il va savoir faire une requête avec toutes les sessions à 9 heures, il va savoir faire une requête avec toutes les sessions à 9 heures avec un fuseau horaire, et s'il tente de faire autre chose, et ben, la petite coche elle va passer rouge et on va attendre qu'elle passe verte. C'est une sorte de cahier de recettes si vous voulez. C'est très simple à faire finalement,
Mais c'est ça qui va vous permettre, si vous travaillez avec des partenaires et pas avec des clients un petit peu en vrac, mais si vous travaillez en société à société, de zapper toute la phase de recette, de zapper toute la phase d'aide, et de dire voilà, maintenant, si tu veux implémenter mon API, eh ben, tu te branches là-dessus, tu fais passer toutes les cases à vert, et une fois que tu as fait passer toutes les cases à vert, là on peut commencer à discuter et à voir ce qui se passe dans ton API. Ça va vous éviter des heures de boulot à maintenir une API. Deuxième partie au niveau de la confiance, dans votre SDK, mais ça j'en reparlerai côté sécurité, dans votre SDK, normalement vous devriez avoir une API en HTTPS, ne jamais autoriser que le client désactive la vérification HTTPS, vous verrez pourquoi plus tard. Voilà. Donc ça c'était juste pour le client, l'idée c'est vraiment de faire en sorte qu'il puisse utiliser votre API et pas se poser de questions. Maintenant, si on parle un petit peu de vous, si on parle de comment construire l'API, mon premier critère c'était faire une API simple. Voilà. Faire une API simple, c'est facile à dire. En réalité, je vais reprendre beaucoup, je viens du monde aussi un petit peu de méthodes agiles. On va reprendre l'idée du produit minimum. Vous allez en faire le minimum, vous allez faire le strict nécessaire avec des ressources très basiques. Si je vous dis ça, c'est pas simplement que c'est facile parce qu'on va en faire très peu et qu'on va pouvoir grossir au fur et à mesure. C'est parce que si vous architecturez dès le départ une API avec beaucoup de ressources croisées, vous allez figer votre modèle et vous ne pourrez plus le changer. Et c'est ce qui peut vous arriver de pire. Je ne sais pas si vous avez vu le changement d'API de Twitter il y a 6 mois peut-être. Ça avait parlé à quelqu'un ça? Ouais. Ils sont passés d'une ancienne API à une nouvelle. J'ai pas regardé exactement sur combien de temps ils l'ont fait, mais je crois que c'est de l'ordre de 1 an et demi. Ils ont prévenu tout le monde, voilà, vous passez à la version 1.1. Ils ont fait des exemples. Ils ont fait des... je sais pas si c'est eux qui ont fait le SDK, mais en tout cas, il y a des SDK qui sont sortis. Ils ont envoyé des mails à tous les développeurs qui étaient inscrits sur le service qui étaient censés utiliser l'API. Ils ont fait des périodes de tests sur lesquelles ils coupaient temporairement l'ancienne API pour forcer les gens à passer à la nouvelle. Et puis ils ont mis un ultimatum pour dire maintenant il faut passer à la nouvelle parce qu'à telle date ça sera fermé. Et puis ils ont reporté l'ultimatum 1 fois. Ils ont reporté l'ultimatum 2 fois. Ils ont reporté l'ultimatum 3 fois. Ils ont commencé à l'appliquer mais pour certaines applications. Et puis après pour un petit peu plus, ça a été une vraie galère. L'idée c'est, même si vous n'êtes pas Twitter, et surtout si vous n'êtes pas Twitter, vous ne ferez pas changer vos clients. Vos clients, ils ont fait une fois une application qui utilise votre API, ils ne la changeront plus jamais, ou en tout cas pas quand vous le voulez. Ça veut dire que si vous commencez à faire quelque chose de complexe, ils vont faire quelque chose de complexe en retour. Et le jour où vous voudrez changer quelque chose, eh ben, il faudra casser un petit peu ce qui est complexe, parce que généralement, si vous avez des liens croisés, si vous avez des ressources qui sont dépendantes les unes des autres, si vous avez des hiérarchies, et que vous changez quelque chose, il va falloir casser quelque part cette hiérarchie. Il va falloir casser la compatibilité, il va falloir demander à votre client de changer la version de son API. Et ça va être juste infernal. Vous allez y passer sérieusement 2 ans. Twitter, qui a le poids qu'il a, c'est-à-dire sérieusement, en tant que petit développeur d'application, vous n'avez aucun poids pour Twitter. Voire même, ils seraient contents d'avoir moins de gens qui utilisent leur API en ce moment. Ils sont en train de racheter les gens qui utilisent leur API pour avoir un peu plus de souplesse. Et donc, ces gros-là, ils se moquent un petit peu des clients. Si jamais c'est des gros, bah, ils les rachètent. Ils savent que de toute façon, s'ils vous coupent l'accès, eh ben, c'est vous qui allez faire le nécessaire pour recoder quelque chose derrière. Et ben, ces gens-là, ils mettent 2 ans à couper une ancienne version de leur API. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire pour vous, pour mettre en place une nouvelle version. Alors peut-être que vous avez des clients plus sympas. En règle générale, une fois que c'est établi, c'est très très compliqué. Personne n'a le temps, personne n'a les ressources. Donc ça veut dire que vous, il faut vraiment faire le strict nécessaire. Et bah, ça ne fera pas tout ce que vous voulez, mais au moins vous vous assurez que 2 ans après, vous n'allez pas vous en mordre les doigts. Ça veut dire très peu d'options, ça veut dire quasiment pas de paramètres optionnels et que des paramètres obligatoires. Ça veut dire... Enfin, on va en revenir après. La deuxième partie, c'est pas se poser de questions. Qui fait du Ruby là? Pas grand monde. 2. Est-ce que vous pouvez dire aux autres si en démarrant Ruby, vous vous êtes déjà posé la question de savoir s'il fallait mettre des termes au pluriel ou au singulier? Ouais, je vois un petit peu le... Voilà. Et ça va être la même chose sur pas mal de gens qui ont touché à REST.
Donc moi je serais tenté de vous dire, vous choisissez un critère, vous mettez tout au pluriel ou tout au singulier, et vous ne posez pas la question de la lisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez lister toutes les sessions de Blend, vous faites un / session avec un S, et si vous voulez une session de Blend, vous faites un / session avec un S, et vous mettez le nom de la session derrière. Voilà. Et si le pluriel vous embête, et ben vous mettez tout au singulier. Mais surtout, vous ne faites rien qui vous incite à vous poser des questions quand vous utiliserez l'API ou quand vous la rédigerez. Je peux vous assurer que jusqu'à présent, j'ai jamais vu une API qui n'avait pas un jour ou l'autre une incohérence parce qu'ils avaient une convention d'un côté et puis ils utilisaient autre chose derrière. Et donc même si c'est pas très joli, il vaut mieux que ce soit très automatique dans la tête de tout le monde, parce que sinon ça va vraiment être difficile derrière. Ça veut dire aussi que on va utiliser des paramètres très génériques. L'idée des paramètres génériques, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, si je vous donne par exemple un offset pour gérer une liste de résultats et dire je veux commencer à l'identifiant numéro 50, et bien vous allez peut-être l'appeler offset d'un côté, vous allez appeler l'offset sur toutes les pages, et vous allez vous débrouiller pour que toutes les ressources, même celles où ça n'a pas de sens, sachent répondre à ce paramètre offset. Ça veut dire que vous avez d'un côté toutes vos ressources, de l'autre côté tous vos paramètres, et vous pouvez mixer les deux facilement. Pour ça, il faut peu de paramètres, mais il faut aussi des paramètres très très génériques. Et à l'inverse des paramètres, vous avez les ressources, et les ressources, vous allez faire du spécifique. Ça, c'est moi qui me suis planté très fort. On a envie de faire du générique et de faire de l'extensible et de faire quelque chose qui survit au futur. Et donc, j'avais commencé à faire des API pour un système de blog au départ, pour mes prototypes. Okay. Donc pour faire du blog, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par dire j'ai une ressource qui s'appelle les messages ou les articles. J'avais commencé par article. Et je peux pousser des nouveaux articles, je peux lire mes articles. Et puis je me suis dit, ouais, mais je peux mettre des photos, je peux mettre des tweets, je peux mettre d'autres choses. Et donc je vais pas appeler ça mes articles, je vais appeler ça mes posts. Et puis finalement, je vais pouvoir mettre aussi autre chose que des posts, parce que si je mets des photos, j'aimerais bien pouvoir mettre des galeries de photos. Et donc je vais appeler ça mes contenus. Et à la fin, j'avais une super appli où je pouvais pousser des contenus et où je pouvais récupérer des contenus. Très bien. Et puis quand j'ai voulu faire grossir un petit peu mon appli, à certains moments, j'avais à pousser d'autres choses que des contenus. Et contenu, c'est un terme tellement générique que finalement, tout pouvait passer pour un contenu. Et quand j'ai voulu faire étendre avec d'autres choses, j'avais des conflits de nommage de partout et de choses que c'était pas clair. Donc la première règle que je vous donne, c'est très générique pour les paramètres et très spécifique pour les noms de ressources. Voilà. Tout ce que je vous donne là, je sais que c'est pas sur les slides, mais sur les slides il y a des commentaires et les slides seront publiés. Voilà. Donc c'est pas forcément la peine de tout noter. Hop. Voilà. Et toute l'idée de ce que je vous donne côté serveur, c'est de prévoir l'avenir. C'est d'éviter le coup du bebop. Vous vous rappelez le bebop ou pas? Non? Trop jeune? Oh non, elle me donnait pas un coup de vieux, s'il vous plaît. Bebop, c'est le super coup le premier téléphone portable de France Télécom. C'était une super innovation. Donc on avait enfin des téléphones portables, voilà, donc sans fil, qu'on peut utiliser à l'extérieur. Et il fallait aller devant une cabine téléphonique pour pouvoir téléphoner. Parce que c'était des bornes, et il y avait des bornes qui duraient 10 mètres, et elles étaient devant les cabines téléphoniques. Voilà, c'était super utile. Et on pouvait se faire appeler à partir du numéro de la cabine téléphonique, pas à partir du numéro du bebop. Donc l'idée, c'est pas vous planter. Toujours dans l'idée de faire simple, on va faire des structures à plat. Alors là, j'ai donné plein de petites recettes. Maintenant, je vais foncer un peu plus dans ce que j'ai lu à l'extérieur et que j'ai appliqué avec grand succès. C'est des structures à plat. On va faire, quand vous allez dessiner, si je veux par exemple, dans les sessions de Blend, j'ai une session, j'ai concevoir mon API, et puis après je veux l'intervenant, donc j'aurai règle d'aspect, et puis après sur l'intervenant, je sais pas, moi je veux l'image de photo. Donc vous allez, je pense, concevoir une API à l'origine avec session, concevoir son API, et règle d'aspect et la photo, et vous aurez 4 paramètres à votre URL. Okay. Demain, vous allez faire, je sais pas moi, une nouvelle session, et puis ils auront fait l'erreur de m'accepter sur une deuxième session, et ils vont devoir dupliquer tout l'objet règle d'aspect sur une deuxième session.
C'est Rails qui a commencé avec cette règle-là et qui a été reprise un peu partout, de dire jamais plus de 3 niveaux. 3 niveaux, ça veut dire que vous avez la première partie qui est pour la collection, c'est toutes les sessions, et on peut lister les sessions. Vous avez la deuxième partie qui est pour l'identifiant de session, et vous pouvez récupérer ou pousser ou modifier la session en particulier. Et vous avez la troisième partie qui peut être soit un filtre, qui peut être un raccourci, ou qui peut être simplement une sélection. Ça veut dire vous avez, pour les sessions, concevoir son API, je peux avoir tous les intervenants, je peux avoir l'heure, je peux avoir la liste des participants, mais ça s'arrête là. Et si j'ai la liste des participants et que je veux un participant en particulier, et ben ça me ramènera tout à la racine avec un / participant et éventuellement l'identifiant de ce participant. C'est clair pour tout le monde ou pas ça? Ouais. Okay. Et si jamais vous dépassez ces 3 niveaux, vous pouvez être sûr qu'à un moment ou à un autre, vous êtes en train de surarchitecturer et qu'il faut couper quelque chose. Il y a des cas où ça va être obligatoire, mais en général, ces cas-là, c'est ceux qui vont vous poser problème 2 mois après. Je ne vous parle pas de 2 ans après, mais 2 mois après. Et donc à éviter, à faire tout ce que vous pouvez pour éviter ça. Et dans la deuxième partie de ces questions-là, ce que Rails fait, que j'aime pas beaucoup, je prends beaucoup Rails parce que c'est eux qui ont poussé un petit peu le reste sur les frameworks au départ, en tout cas du simili-rest, c'est faire des identifiants numériques. Donc vous avez la première idée hypermédia, la première idée des gens qui faisaient de l'hypermédia, qui n'est pas du tout dans l'hypermédia, hein, mais qui est dans les mêmes types de personnes, c'est de faire des URL significatives. C'est de dire mon URL c'est session, parce que comme ça les gens comprennent que c'est des sessions que je veux. Et puis si jamais je veux lister la session qui sait concevoir mon API, eh ben, je vais l'appeler concevoir-mon-API. Comme ça les gens ils savent ce que c'est. Deuxième évolution, c'est de dire eh ben, finalement c'est pas très important parce que tout ça c'est utilisé par des robots, c'est utilisé par des navigateurs, c'est utilisé en automatique. Et donc on n'en a rien à faire de savoir que l'URL elle veut dire quelque chose. Et donc on va utiliser session et puis c'est la session numéro 639. Et ça ira très bien. Voilà. Le premier retour que je vous dis, alors vous pouvez utiliser 639. Moi je vous enjoins un maximum à faire en sorte que dans votre code serveur, votre identifiant ça soit un libellé texte et pas un nombre. Je sais que ça a des impacts côté performance, mais ça veut dire qu'un jour ou l'autre, vous pourrez manipuler ces identifiants et prévoir que bah tiens, vous avez 2 types de sessions parce qu'il y a des sessions de sponsors qui se sont rajoutées, qui n'étaient pas prévues à l'origine, et vous pouvez les faire commencer par un S et tout d'un coup pouvoir les dissocier un petit peu dans le code. C'est de la bidouille, c'est du bout de scotch, mais alors ça va vous éviter des tortures pas possibles. Voilà. Et ça, c'est toujours prenable. Excusez-moi. On va rentrer dans des trucs un petit peu plus problématiques et je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Je suis désolé, mais j'ai commencé par les recettes parce que c'est vraiment sur les recettes, moi, que j'ai galéré et c'est parce que je les ai pas appliquées que j'ai fait tellement de conneries que ça me semblait important de commencer par les petits trucs. J'ai 5 ou 6 grosses problématiques. La première ici, c'est l'international. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà tenté de faire des sites web internationaux et des API qui sont utilisés par plusieurs pays? Toujours le même? Ouais, mais si vous faites parfait, en plus, ça compte pas. 2, 3, ok. C'est quoi votre premier problème? Encodage? Monsieur? Les docs? Encodage, d'accord, alors on n'a pas le même. Encodage, moi, je sais peut-être l'habitude, j'ai utilisé UTF-8, je pense que la plupart des clients savaient utiliser UTF-8, vous étiez parti sur de l'ISO, c'est ça? Ouais, ok, donc bonne pratique, je dirais générale, c'est utiliser UTF-8 et rien d'autre, parce que maintenant c'est tellement courant sur le web, c'est compatible ASCII et on évite de trop se poser la question. Moi, mes premiers problèmes, c'était tout ce qui est date et heure. Ça semble simple. Premier truc, c'est simplement bien sûr les dates. Vous faites du année, mois, jour et pas du jour, mois, année parce que suivant les pays, il y a 1 sur 2 qui va se planter. Mais c'est surtout rajouter un fuseau horaire partout. Partout. Et ça dès le départ de votre API. Rajouter après, ça sera toujours un peu plus galère. Si je veux lister les sessions qui sont à 9h, et ben c'est très bien, mais c'est 9h de quel pays? Donc c'est 9h en France ici.
Et si demain ils font un blend en Italie, ça sera 9 heures. Si demain ils font un blend qui va jusqu'en Grèce ou qui va jusqu'en Ukraine, et ben là ça va être une galère parce qu'ils ont tous les clients qui seront codés pour leur française et donc qui vont pas pouvoir changer. Les nouveaux clients en Ukraine qui vont certainement pas avoir envie d'utiliser leur française, donc il va falloir coder, il va falloir soit maintenir 2 versions, soit maintenir 2 possibilités de coder les paramètres. Bon voilà, c'est à éviter, donc toujours mettre le fuseau horaire dès le départ. Et bon, ça à la limite on peut y penser. Ce que nous on n'avait pas pensé, c'est dès qu'on met un jour, eh ben, il faut rajouter le fuseau horaire du jour. Parce que mine de rien, le 0 heure d'ici et les 0 heures d'Ukraine, c'est pas le même. Et ce qui semble évident, c'est qu'on le fait pour les heures et on l'a pas fait pour les dates. Et ça veut dire que la bonne pratique que je vous donne actuellement, c'est de jamais mettre de date et toujours de mettre des dates-heures complètes avec le fuseau horaire. Et si la personne veut faire commencer à 0 heure, et ben elle fait commencer à 0 heure. Et dans le code client, dans le code du SDK que vous allez fournir, le fait de rajouter automatiquement 0 heure à GMT, ça coûte pas très cher. Mais ça vous permet d'être sûr que si quelqu'un est un autre fuseau horaire, il puisse changer ce paramètre-là. Et que plus tard, si jamais vous allez aller à l'international, et c'est tout ce que je vous souhaite, et donc prévoyez que ça soit possible, et ben vous serez déjà prêt à ce moment-là. Et rajouter un fuseau horaire partout dans votre code serveur et dans votre code client alors que c'est pas prévu, c'est vraiment une galère. Voilà. C'est vrai pour les heures, c'est vrai pour à peu près tout. C'est jamais de valeur par défaut dans une locale particulière. Et ça c'est très simple, à oublier. Les locales c'est quoi? C'est les heures, c'est les dates, c'est éventuellement les devises, mais les devises c'est pas si simple à gérer dans le sens où nous, notre devise, elle est en euros, on a 3 chiffres après la virgule au niveau comptable légalement. Vous allez trouver des yens, bon, ils n'ont pas 3 chiffres après la virgule, donc on s'en fiche, on les a. Par contre, ils ont tellement de zéros que ça va être un petit peu gênant. Si vous allez voir quelque part en Afrique, vous allez tomber sur des pays où ils auront un nombre de zéros qui va certainement dépasser votre capacité si vous avez prévu des décimales dans votre base de données. Et donc tout ça, ça se prévoit dès le départ. Il y a des choses qui sont rattrapables, typiquement le nombre de zéros dans la base de données, ça se rattrape. Il y en a d'autres qui au niveau local sont difficiles à rattraper, surtout si vous imposez des défauts. Et donc le défaut le principal à oublier, c'est le fuseau horaire du local. Si vraiment il vous en faut un, même quand vous êtes que en France, mettez un défaut à GMT, ça vous forcera à penser au fuseau horaire tout le temps et à pas considérer que le fuseau horaire on le met pas parce que c'est celui de la France. La deuxième partie, des choses à éviter, pas de localisation des URL. Prévoyez pas dès le départ de mettre des URL en français, puis des URL en ukrainien, puis des URL en arabe et ainsi de suite. Vous allez juste vous tuer, c'est juste inutile. Et du coup, si vous ne le faites pas en chaque pays, et que vous comptez pâter à l'international, alors c'est idiot de le dire, mais faites de l'anglais dès le départ. Voilà. C'est évident pour certains, mais voilà, on avait fait du français. Et dans tout votre contenu de votre API, donc on était parti sur une API française au départ, hein, je pense comme pas mal de monde, et ben il y a des libellés. Il y a, si je veux décrire ma session, je vais avoir une petite bio pour l'intervenant, je vais avoir une petite description pour la session, je vais peut-être avoir un résumé, et ben je vais mettre un résumé en français. Très bien, donc ça va être une clé par marqué résumé, puis je vais mettre mon résumé en français. Et ben ça c'était notre première erreur. Donc ça veut dire la première fois, dès que vous avez un libellé textuel quelque part, vous y associez une locale. Et donc vous y associez une langue. Et donc ça sera un libellé en français. Et donc si vous avez résumé, même si vous n'avez qu'un seul résumé, qu'il est toujours en français, vous mettez résumé, vous mettez un dictionnaire et vous mettez pour le français, voilà le résumé. Et pour l'instant vous n'en avez qu'un. Mais plus tard, quand vous voudrez rajouter un résumé anglais, vous aurez déjà la structure, le client saura déjà la relire, et vous allez vous éviter beaucoup de problèmes. Voilà. Deuxième point, là je passe vite, mais je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent les anciens noms du Myanmar ou du Sri Lanka. L'idée c'est de vous rappeler les identifiants. Ça, j'ai eu ça ma première année de SS2I, et je peux vous dire qu'on y a passé du temps. On avait fait une base de données avec des salariés, et on avait pris le numéro de sécurité sociale comme identifiant unique. Parce qu'on s'est dit, l'email, c'est pas top. Le nom, prénom, on sait jamais, il pourrait y avoir un conflit, on a pris le numéro de sécu. Qui a déjà pris un numéro de sécu comme identifiant unique dans sa base?
Non, ah, vous êtes meilleur que moi, un seul. C'est bien, merci, je suis pas seul. Et donc pour information, le numéro de sécu il change. Voilà. Donc il y a des gens qui changent de numéro de sécu. Ah, il peut y avoir plusieurs personnes, tiens, ça je sais même pas. D'accord, là on était avec des salariés, donc c'est vrai que c'était un peu plus. Voilà, mais donc on est tombé sur quelqu'un qui a changé son numéro de sécu. Voilà, donc c'est possible. Ça c'était ma première expérience, et dans ma vie il y en a tout le temps. Là je vous donne les noms de pays, c'est quelque chose de relativement stable, en fait pas tellement. Je n'ai jamais vu un identifiant unique stable. Voilà. S'il n'est pas à vous, il n'est pas stable. Un jour ou l'autre, quelqu'un va pouvoir le changer, va pouvoir en changer la forme, va pouvoir y mettre une sémantique particulière, ou va pouvoir simplement faire une renumérotation. Là récemment, on a eu un de nos clients, il a changé de système e-commerce, donc il a renuméroté tous ses clients, tous ses utilisateurs. Et nous qui avions la correspondance entre nos clients et les siens, on n'a plus de correspondance. Et donc ça, la première chose à faire, c'est récupérer les identifiants, si vous voulez, chez les autres, les considérez pas comme uniques, et dans toute votre structure de votre API, vous utilisez vos propres identifiants. Pas des adresses email, pas des choses comme ça, mais vraiment vos propres identifiants, parce que vous aurez toujours des problèmes sinon. Et si vous ne savez pas quoi utiliser, plutôt que d'utiliser des identifiants incrémentaux qui peuvent poser des problèmes, peut-être éventuellement, parce que les gens sauront combien vous avez d'identifiants, vous sauront quelle position ils sont, ils peuvent être prédits. Si vous n'avez pas quoi utiliser, vous avez les UUID, qui sont géniaux. Ils sont des grosses chaînes de caractères, qui sont sensiblement uniques et a priori imprédictibles, et qui suffisent largement. Voilà, je vais avancer un petit peu plus vite, parce que j'ai l'impression que sinon, je vais perdre mon temps. Deuxième point, pagination. Pagination, c'est la chose qui est super simple à faire. Vous avez des offsets, vous avez des pages, ou à la limite, vous avez des nombres d'éléments par page. Et c'est exactement la manière de ne pas le faire. Alors, écoutez bien, parce que ça, c'est le chose qui est loupé dans les 3/4 des API. Vous avez les choses qui est très bien faites dans Twitter, pour le coup. Imaginez que vous listez la première page avec un offset 0, avec un nombre d'éléments par page de 20. Vous listez après la deuxième page pour avoir la suite. Donc offset 20 et puis nombre d'éléments 20. Et manque de peau entre vos deux requêtes, il y a 3 éléments qui se sont insérés. Ou 3 éléments qui ont été effacés. Voilà. Et donc jamais d'éléments avec un identifiant page ou un identifiant offset. Toujours 2 paramètres qui sont soit from, soit signs pour le premier, qui vous donnent l'identifiant maximum ou l'identifiant minimum à partir duquel regarder. Voilà. Ça veut dire que vous regardez la première page, vous regardez le dernier item de la première page, et vous lui dites je veux tous les éléments qui sont en dessous du dernier item que j'ai eu la dernière fois. C'est pas plus compliqué à faire côté serveur, c'est pas plus compliqué à faire côté client, mais ça va vraiment, vraiment vous éviter des problèmes de cohérence, parce que vous avez des clients qui vont pas penser que potentiellement les requêtes elles changent, les contenus changent entre les deux requêtes. Et si vos contenus ne changent pas maintenant, ils changeront plus tard. Donc c'est pas une bonne solution. Deuxième partie, c'est le versionnement. C'est la partie où vous trouverez plein d'opinions toutes différentes, et la mienne aussi différente que les autres. Donc moi je considère que la mienne est meilleure, mais vous trouverez d'autres choses sympas. La théorie dit pas de versionnement sur les API. Vous trouverez une manière de rester compatible, et si c'est trop différent, c'est que c'est pas la même ressource, et donc on peut évoluer. En pratique, quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est génial. Et quand je suis revenu après avoir tout cassé en me disant bon, la littérature c'est peut-être pas ça qu'il faut que je regarde, j'ai regardé ce qui se faisait un petit peu sur le net. J'ai trouvé aucune grosse boîte qui en soit pas au moins un SAV2. Donc ça veut dire vous aurez un versionnement. Et l'idée c'est pas tellement que le versionnement est obligatoire, c'est d'une part que la première fois vous allez vous planter, mais alors énormément. Et donc c'est bien de remettre à 0 dans ce cas-là. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que même si on pourrait faire une évolution sur place, c'est tellement moins cher de faire un versionnement que vous ferez un versionnement. Donc prévoyez dès le départ un versionnement. Ça veut dire qu'il faut résister le plus longtemps possible, il ne faut pas faire de version. Mais vous savez que vous le ferez quand même, et donc il faut prévoir le moment où vous ne pourrez pas faire autrement et vous le ferez quand même. Ça veut dire que pendant des mois, il faut éviter de faire des versions, parce que c'est une galère, il faut faire migrer tous les clients. Je vous ai raconté Twitter, et donc ça va prendre des années. Mais donc il faut résister, il faut ajouter des paramètres et jamais enlever les précédents.
il faut se débrouiller. C'est pour ça que je vous parlais de ressources minimales. Si elle est minimale, votre ressource, vous pourrez toujours en ajouter. Mais comme vous ne pouvez rien retirer, si vous commencez à faire quelque chose de complexe dès le départ, vous aurez un temps de maintenance monstrueux. Mais un jour, vous aurez à changer. J'ai vu pas mal de possibilités. Il y en a qui mettent la version dans les entêtes, il y en a qui mettent la version dans le paramètre accept de l'entête ou dans le content type. Il y en a qui mettent à d'autres endroits. J'ai vu deux choses intelligentes. J'ai vu des sous-domaines. Donc vous avez API V1 point quelque chose ou API V2 point quelque chose et vous avez juste à changer le domaine et vous pointez vers le serveur V1 ou le serveur V2. Pourquoi pas. En pratique, moi ce que j'ai vu de sympa, c'est mettre à la racine de l'URL. C'est le /V1, /V2, vous avez tout le reste de votre API. Dans les deux cas, le gros avantage, c'est que dans votre code, vous avez juste à changer la racine quelque part dans un fichier de conf. Et si votre API est relativement similaire, vous n'aurez pas à tout recoder. Si je vous le dis là, c'est parce que simplement, il faut prévoir dès le départ de mettre la V1. La bêtise de ne pas mettre le V1 directement dans l'URL au départ, c'est que pour vos utilisateurs, s'ils voient quelque part un code qui ne contient pas de version et un code qui contient un V2, ils risquent de considérer que le code qui ne contient pas de version, c'est le code générique et qui fonctionne encore. Voilà, tandis que s'il y a marqué V1, ils vont chercher tout seuls la dernière version. Et la deuxième pratique que j'ai vue, et qui là me paraît essentielle, c'est tellement compliqué de faire évoluer vos clients et de faire une nouvelle version d'une API que vous ne ferez que des versions majeures. Et donc vous oubliez les super numérotations des logiciels open source avec majeur, mineur, patch. Si c'est un patch, vous faites évoluer sur place, vous n'avez pas besoin d'en parler à vos clients. Ou alors vous en parlez, mais vous n'avez pas besoin de changer le code des clients, donc de toute façon vous ne changez pas la version. Si c'est une mineure, vous évitez, parce que si vous changez pour chaque version mineure, vous allez vraiment demander à vos clients de faire des évolutions tous les 6 mois et ça va être une galère. Et donc de toute façon, vous ne changez que la majeure, et donc vous ne faites pas un V2.10.0, vous faites un V2. Voilà, et ça va vous forcer à faire un changement que quand c'est vraiment nécessaire. Et vous ferez un V1, vous ferez un V2, si vous avez le temps et si vous avez un bon service, vous ferez peut-être un V3. Il est peu probable que vous alliez plus loin de toute façon. Voilà. On va continuer, authentification. Vous faites quoi comme authentification? Pas du tout. WSSE? Donc du SOAP? Alors j'entends pas. D'accord? Haute, ouais. Parce que tu as des clients qui... des appels à 3 branches. Tu as des clients qui font appel à des services qui font appel à ton API. Ok, donc effectivement. Donc si vous avez 3 intervenants hautes, il n'y a quasiment rien d'autre de toute façon de stable. Ne faites jamais quelque chose maison. Vous êtes super intelligent. Franchement, je vous fais confiance. Mais il y a des gens encore plus intelligents que vous qui se sont pris les pieds dans le tapis. Donc jamais de côté maison pour la sécurité. Moi, quand j'ai cherché pas mal, au départ, on m'a dit le truc génial, c'est les certificats SSL, les TLS. Et je demande à mes clients d'avoir un certificat client. Moi, j'ai mes certificats serveurs et puis on s'authentifie tout seul. Il n'y a pas de mot de passe qui transite. En pratique, je peux vous dire que la plupart des gens, en tout cas en SS2I, ne savent même pas ce que c'est, ne savent pas comment ça marche. Et même dans les grosses boîtes qui ont des super services de sécurité, vous oubliez totalement l'idée de faire installer les certificats clients sur les clients des API. Et donc ce qui me restait, c'est grosso modo l'authentification basique HTTP. Et ça a l'air crétin parce qu'il y a un mot de passe, parce qu'il y a tout ça. Mais si vous faites tourner ça sur du SSL derrière, ça suffit largement et ça couvre à peu près tous les besoins. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord là-dessus. Non, ça passe. Donc vous embêtez pas trop à faire de l'authentification complexe. Fuyez le custom, fuyez tout ce qui demande des tokens un peu compliqués qui sont à gérer par l'utilisateur, qui sont avec des principes de hachage et de tout ce que vous voulez, parce que vous avez toutes les bonnes raisons de penser que vous allez vous planter, que vous allez créer une faille de sécurité au lieu de l'améliorer. Par contre, vous mettez toujours du SSL sur vos services web. C'est absolument indispensable pour la sécurité de vos clients qui pourraient sinon se faire rediriger ailleurs. Et la bonne astuce, c'est votre SDK ne doit pas permettre de désactiver la vérification du certificat serveur. Je ne sais pas si vous avez déjà manipulé des API en tant que client avec un SDK. Si vous avez des sites qui ne marchent pas très bien au départ, c'est pas grave, on désactive la gestion des certificats, surtout si on ne sait pas comment l'installer les certificats sur son poste de développement.
et puis on met en prod sans la vérification des certificats. Et j'ai vu des choses vraiment, comment dire, graves, qui avaient la gestion des certificats désactivée en prod quand je faisais du conseil, parce que simplement c'est passé en dev et puis ça tourne et donc personne ne se pose de questions. Et donc jamais permettre à vos clients de désactiver la gestion du certificat. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, et ben dans votre liste de tests de recettes dont je parle au départ, vous faites un test avec un mauvais certificat sur votre serveur et vous vous assurez que la requête elle passe pas. Et s'il arrive à la passer dans son SDK, c'est qu'il a un problème. Donc, authentification basique. La chose que je rajouterais, qui est une très bonne pratique qui est mise en œuvre par à peu près tous les gros services web, c'est vous demander une API key. On vous génère un identifiant quand vous voulez utiliser l'API de Twitter, et ben vous demandez une clé d'authentification et on vous génère une clé qui est un identifiant semi-public, on va dire, mais que vous allez envoyer avec chacune de vos requêtes. Ça veut dire que Twitter, mais c'est vrai pour à peu près la plupart des services, quand vous allez lui envoyer une requête, non seulement il vous identifie par votre login, votre mot de passe, mais potentiellement, si c'est des requêtes qui sont non authentifiées parce qu'elles sont faites de manière générique, il sait quand même quelle application a fait la requête. Et c'est très important parce que c'est ça qui va lui permettre de savoir s'il y a une application qui fait écrouler les performances, s'il y a une application qui utilise mal l'API ou qui utilise une ancienne version de l'API. On peut tracer si c'est une petite application, si c'est une grosse application, quel est son auteur, comment le joindre, etc. Et ça, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre et c'est juste indispensable après pour pouvoir assurer la maintenance de vos API. C'est pas compliqué, si, parce que ton cache, il peut très bien pas mettre de vary sur l'API key, si tu le fais passer dans les en-têtes. Ouais, c'est une des seules choses que je fais passer dans les en-têtes, effectivement. Oui, pas dans les paramètres, effectivement. Les erreurs, donc les erreurs, je passe rapidement, que des erreurs standards HTTP. Vous avez des jolis sites qui vous listent les centaines de codes d'erreurs HTTP. Et donc à chaque fois que vous avez une erreur qui arrive sur votre client, vous prenez la petite liste et vous regardez l'erreur la plus proche de ce que vous voulez faire. Vous n'aurez jamais quelque chose de parfait de toute façon. Vous regardez la plus proche, si vous ne trouvez rien, vous prenez une 400 si c'est une erreur du client, une 500 si c'est une erreur du serveur, et ça ira bien. L'idée de là-dedans, c'est si vous collez relativement bien, avec la hiérarchie d'erreurs, c'est au moins faire en sorte que votre API n'ait pas besoin de décoder le message pour savoir qu'il y a une erreur et pour savoir si c'est une erreur du client ou du serveur. C'est tout bête, c'est pas grand-chose. La mauvaise idée, c'est de mettre le vrai message d'erreur dans le texte qui accompagne le code HTTP, parce qu'il est changé souvent par des proxys ou par des logiciels intermédiaires entre vous et le client. Par contre, la bonne pratique que j'ai vue, c'est chaque fois que vous générez une erreur, vous générez un message avec un code d'erreur un petit peu plus précis dans le message qui donne exactement ce qui se passe. J'ai vu des équipes et ça se fait d'ailleurs beaucoup pour MySQL, pour Oracle, etc., où eux, ils ont beaucoup de messages d'erreur. C'est vous avez sur toute votre boîte un générateur d'identifiants. Et chaque fois que vous avez une nouvelle erreur quelque part, ou un nouveau message d'erreur, ou une exception, et vous allez générer un nouvel identifiant, vous allez incrémenter. Et vous aurez quelque part sur un wiki une liste de toutes les erreurs possibles qui peuvent arriver sur tous vos projets. Voilà. Et ça veut dire que quelque part, quand vous avez un client qui vous dit « voilà, j'ai l'erreur numéro 639 », et ben vous saurez retrouver très facilement où est-ce qu'elle est, sans lui demander « bon alors c'est sur quel service, c'est sur quel appel, c'est dans quel contexte, avec quels paramètres », comme ça vous pouvez retrouver quelle exception a pu être lancée, etc. C'est quelque chose de pas très compliqué à faire, encore une fois, mais qui va vous épargner des heures de boulot à terme. Et le dernier petit truc, parce que ça j'ai eu le problème, même si c'est pas grand chose, différencier les erreurs machines et les erreurs humaines. Vous aurez tôt ou tard quelqu'un qui va utiliser le message d'erreur qui est destiné au développeur pour le renvoyer au client ou inversement. Donc l'idée c'est de bien spécifier à chaque fois dans vos clés ou dans vos paramètres si tel message est destiné au client ou est destiné au serveur. Le format, je pense que c'est le dernier gros sujet. C'est JSON, XML, HTML, tout ce que vous voulez. Qui fait encore du XML? Personne? Si. Voilà, eux ils sont bien. La mode, c'est d'utiliser du JSON, parce que sensiblement c'est plus performant, c'est plus petit, etc. Ça fait pas partie de mes critères que j'avais listés au départ, le plus petit, le plus performant.
Par contre, j'avais listé évolutif. Et JSON, j'ai à peu près 0 évolution possible. J'ai un gros dictionnaire avec des clés et des valeurs, donc c'est génial. Si maintenant je veux rajouter des métadonnées, si maintenant je veux mixer plusieurs vocabulaires qui risquent d'avoir la même clé, si je veux mettre des URL, des liens, des choses comme ça, j'ai à peu près 0 possibilité d'étendre sans faire un sous-format avec une documentation pour expliquer comment je le fais. XML a la grosse chance d'avoir des attributs en plus des contenus, d'avoir des espaces de nom dans les balises, et tout ça c'est déjà normalisé. Et je ne connais aucun langage de programmation qui ne sait pas relire simplement du XML. Voilà. JavaScript, il sait relire facilement du XML. C'est à peine moins performant. Pour ce que tu transmets, si tu transmets d'ailleurs Ajax, par défaut, c'est du XML. Hein. Et tu récupères du DOM. Bon, c'est pas très joli le DOM. Mais très souvent, c'est pas beaucoup plus compliqué. Voilà. En tout cas, à réfléchir sérieusement. Maintenant, je dis ça, j'utilise encore beaucoup de JSON et j'utilise même par défaut du JSON. La grosse question dans du JSON, si vous le faites, c'est toujours faire en sorte de mettre des objets partout. Chaque fois que, par exemple, vous avez une clé qui s'appelle pays et vous le mettez France, et ben vous mettez pas France, vous mettez un objet avec le libellé France, parce que plus tard vous pourrez avoir à mettre un code qui sera le code du pays et ainsi de suite. Et en XML vous avez un petit peu moins de problème parce que vous pourriez mettre des attributs et mettre des X-links pour faire des liens internes dans votre document. En JSON vous n'aurez pas le choix. Et donc toujours mettre à chaque fois des objets et jamais des libellés ou des identifiants directement. Les gars de Hypermedia parlent beaucoup de HTML avec l'idée de vous faire mettre du HTML directement, des résultats directement en HTML avec du RDFA pour les données. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Moi je vous dirais arrêtez les prototypes. J'ai essayé, c'est super joli, c'est un peu plus long à coder. Ça a le super avantage que du coup vous pourrez utiliser le même point d'entrée pour votre API et pour votre site web. En pratique vous ne le ferez pas. Et surtout votre client va être beaucoup plus complexe à coder. Voilà. Et vu que c'est absolument pas ce que vous voulez de toute façon. Voilà, les petits points de performance, ça faisait pas partie de mes critères. Parce qu'en réalité, quand j'ai tenté de faire des prototypes, j'ai vu très peu de choses qui peuvent impacter les performances au niveau de la conception de l'API. Alors peut-être que je les ai loupées, hein, mais j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de choses certainement au niveau du serveur, de comment concevoir le métier, qui peuvent impacter l'API, beaucoup de choses au niveau du client, des gestions de cache, des choses comme ça. Mais au niveau de la conception de l'API ou de la modélisation de l'API, j'ai pas vu grand chose. J'ai listé 4 trucs, c'est toujours limiter en nombre les résultats, faire en sorte que si on liste une collection, vous ne retourniez jamais à la collection complète. Voilà, vous limitez à 100, vous limitez à 1000, vous limitez à ce que vous voulez, mais vous limitez. D'autant qu'il y aura toujours un client qui vous enverra sans limite. On limite la profondeur des résultats. Je ne sais pas si vous avez déjà testé dans Google de chercher les résultats puis de chercher la page numéro 600. Au bout d'un moment, vous ne pouvez simplement pas accéder. Il vous dit à partir de la page 100, il n'y a plus. Il vous indexe 6000 résultats, il vous indexe 6 millions de résultats, 6 milliards de résultats, mais vous ne pourrez pas dépasser la page 100. Voilà. Tout simplement parce que même si votre donnée est bien indexée, aller à la page 100, ça coûte de la perf et du CPU et de la mémoire, etc. Et donc en général, vous n'en avez pas besoin. Et donc si vous en avez besoin, vous le faites, mais en général, vous n'en avez pas besoin. Twitter, vous ne pouvez pas dépasser le 3500. Par utilisateur, vous ne pouvez pas lister plus de 3500 messages. Après, ils sont simplement plus là. Ça paraît idiot, mais ça leur permet d'avoir 2 stockages différents. C'est un stockage live pour les 3500 premiers et un stockage un peu plus long pour les suivants. Et donc vous ne pouvez pas faire des requêtes API sur le stockage long parce que ça leur coûte des sous et ça leur coûte des perfs. Voilà, et si ça, vous le prévoyez dès le départ, vous pourrez toujours l'assouplir. Mais par contre, si vous ne le prévoyez pas dès le départ, ça sera très dur de le recadrer parce que vous aurez des clients qui vont aller plus loin. Limiter la fréquence des résultats, alors c'est la bonne pratique, mais c'est toujours une galère à faire, c'est faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir un client qui vous fait 1000 requêtes secondes. En pratique, il faut le faire, mais si vous le faites, c'est-à-dire si vous tracez la fréquence, là où votre serveur il en assumait 1000, il ne pourra plus en faire que 500, parce que rien que tracer la fréquence, ça vous coûte de la perf. Donc il y a un trade-off à faire, je ne sais pas s'il faut le faire tout de suite celui-là. Par contre, toujours faire du gzip et toujours faire du cache. Voilà, truc de base. Ça, je vais sauter, c'est pas forcément très important. Voilà. Et dernier point, documentation.
Et donc, je disais, on parlait de documentation. Moi, je serais tenté de vous dire, faites peu de documentation. Faites d'abord un SDK, faites d'abord des exemples. Faites d'abord un générateur d'exemples, ça sera vachement plus important qu'une documentation. Faites une documentation quand même, mais un petit wiki qui soit accessible aussi par vos utilisateurs, c'est finalement vachement plus efficace s'il y a un SDK qu'une vraie documentation complète qui de toute façon ne sera pas lue. Si vous voulez faire des petites docs assez sympas, il y a un service qui s'appelle Apiary, A-P-I-A-R-Y, qui vous permet de coder avec une syntaxe un petit peu Markdown et de faire des générateurs de documentation qui sont assez sympas visuellement. Les cool kits d'Hypermedia vous diront de toute façon il n'y a pas besoin de documentation, il faut que mes ressources elles fassent des liens les unes vers les autres et ça se fera tout seul et le robot il découvrira ce qu'il peut faire. En pratique peut-être, dans 2 ans peut-être, l'année prochaine peut-être, en pratique maintenant non. Donc oubliez toute l'idée que les clients, les robots seront intelligents. Les robots sont très idiots parce qu'ils sont codés par des gens qui sont flemmards. Et donc les gens vont aller tester, bidouiller et éventuellement regarder dans la doc. Et jamais améliorer leur robot pour que leur robot il sache faire tout ça tout seul. Voilà. Et dans cet ordre-là. Et donc il faut d'abord faire en sorte que l'utilisateur puisse utiliser, donc un SDK, puisse bidouiller, donc quelques bonnes pratiques pour que ce qu'il attend, même si ce qu'il attend c'est idiot, ce qu'il attend ça fonctionne. Et puis après, effectivement, il y aura un petit peu de documentation seulement. Voilà un petit peu sur le résultat. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des questions s'il y a du temps. Ouais. Question ? C'est juste la première qui est dure, après ça passe tout seul. Du coup, tu as parlé d'hypermédia, mais tu l'as pas défini. Et on était beaucoup à pas savoir ce que c'était, je crois. Ah, il fallait lever la main tout de suite. Alors, vous avez dans la philosophie, vous avez REST. REST qui est l'idée de coder les API pour utiliser HTTP, on va dire comme HTTP a été prévu, c'est-à-dire vous avez des notions de ressources. Une ressource, c'est une sorte d'objet sur laquelle vous pouvez faire des accès, vous pouvez faire un get, c'est aller chercher l'information, vous pouvez faire un post, c'est envoyer une information, vous pouvez faire un put, pousser, etc. Ça parle à tout le monde? Ouais, ok. Vous avez des gens qui ont poussé, alors je monte, qui ont poussé RESTful, c'est l'idée d'utiliser les API au maximum avec du REST et de pousser un petit peu la modélisation plus loin. On entend, c'est peut-être pour ça, voilà. Et vous avez Hypermedia, c'est un petit peu le saut d'au-dessus. C'est dire qu'au lieu de laisser les gens construire leurs URL et construire leur utilisation de l'API manuellement, au lieu de dire, voilà, je veux, dans la collection session, je veux le concevoir mon API, et je vais avoir un robot qui va aller à la racine de Blend, qui va dire bonjour, je suis un robot, je veux l'API. On va lui dire pour les objets de type session, il faut aller sur /session. Donc il va aller sur /session. Et dans /session, on va lui lister les sessions, il va repérer concevoir mon API, et on va lui dire pour ce concevoir mon API, il faut aller à telle URL. Et donc il va taper sur telle URL et ainsi de suite. Et donc le robot n'a théoriquement jamais besoin d'avoir des URL en dur quelque part, parce qu'il va lui-même aller concevoir qu'en regardant le type des objets et l'identifiant des objets, il sait automatiquement où aller chercher l'objet et comment le requêter. Et il sait comment le requêter parce qu'il y a du reste, et donc il sait qu'il peut faire un get, un post, etc. et ce que ça veut dire. Et aussi parce qu'il y a des descriptions en plus pour lui décrire les paramètres possibles, etc. En pratique, c'est génial, mais ça veut dire que votre robot, il sache ce qu'est chaque type d'objet, parce que c'est une session de blend, donc il faut déjà le coder pour lui dire voilà, une session de blend, voilà ce que c'est, et voilà quel type d'objet c'est, au niveau identifiant. Et après, on fait ça pour tous les paramètres, et puis après pour la sémantique de comment ajouter, comment retirer, comment modifier. Et au final, vous avez un robot qui est très très complexe, et qui est bien plus complexe que si vous aviez codé simplement en regardant la documentation, en bidouillant. Et donc les gens, même si vous faites votre API Hypermedia, ils vont bidouiller, ils vont regarder la documentation. Voilà. Oui, je voulais juste savoir c'était quoi un générateur d'exemples, ça a l'air assez magique et Alors, si ça fait des exemples tout seul, je pense que c'est Je intéressant. vais vous montrer. À condition que je me rappelle mon identifiant.
j'avais pas prévu, hein, donc on va voir si ça passe. Voilà, donc là, je suis sur Twilio. Je suis sur ce qu'ils appellent l'API Explorer. Je veux... Alors, ça, c'est pas ça qui va m'intéresser comme service. Voilà, je veux lancer un appel. Voilà, donc je vais simplement sur la liste. Je lui dis, je veux lancer un appel. Il me liste les différents paramètres. Moi, je lui dis, voilà, je veux lancer un appel, je veux le faire en JSON. Voilà mon identifiant, mon API key. Je veux le faire depuis tel numéro de téléphone vers celui-là. Ça, c'est l'URL de mon service, et une fois que la personne répond, qu'est-ce qui va se passer? Et il me génère automatiquement le code en curl, c'est-à-dire si je veux tester à la main. Il me génère le code en Ruby avec le SDK officiel. Et si jamais je veux le lancer pour voir ce que ça fait, bah je le lance. Et j'arrive sur une sandbox qui me montre directement le résultat et ce que ça aura fait. Et alors pour certains appels, c'est des fausses actions, parce que ça marche pas. Et pour d'autres appels, j'ai vraiment l'action. C'est-à-dire là, si je tente de faire des SMS, je peux lancer un SMS sur certains numéros de test. Voilà. Et donc via l'interface, je sais déjà, j'ai une sorte de clicodrome sur lequel je peux tout faire et qui me génère le truc pour tester sur une petite console avec du curl, le truc de code pour l'exécuter, copier-coller, le modifier, et en plus je peux regarder la réponse automatiquement. Voilà. C'est juste magique pour faire des tests et pour commencer à coder. Par contre, ça demande un petit peu de développement pour faire ça. D'autres questions? Bon, je vais publier les slides, il y en a qui le disent aussi bien mieux que moi, donc je vous donnerai 2 liens principaux, et si jamais vous avez envie, vous avez sur GitHub les recommandations des développeurs de la Maison Blanche pour leur API REST, qui reprennent pas mal des bonnes pratiques que j'ai là. Plutôt c'est moi qui reprenne le leur d'ailleurs. Et donc qui vous donne un petit peu, faut pas simplement me faire confiance à moi vu que ça reste de l'opinion, mais lire un petit peu ce qu'ils ont fait et ce que ça donne. Vous verrez de temps en temps, il y a des bonnes recettes qui sont très très simples, qui vous disent oui bah d'accord c'est tout idiot, n'empêche qu'on n'y pense pas forcément au départ. Voilà. Donc ça vaut le coup de lire un petit peu et d'éviter de faire des bêtises. Si on se prend les pieds dans le tapis au début, c'est 6 mois après qu'on le paye, et après il faut tout réécrire.